Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, si ce n'est déjà fait, éventuellement un petit don, lien dans la description, si vous appréciez mon travail. En tout cas, merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, c'est une vidéo exceptionnelle puisqu'il n'y aura pas d'article que je vous montrerai. Et oui, c'est très très rare que je fasse une vidéo sans article pour appuyer mes propos. Là, je vais juste parler des sanctions contre la Russie et des effets que cela a eu, principalement sur l'Europe et aussi la Russie, bien sûr. Et pourquoi je ne vous montre pas d'article comme à mon habitude? Tout simplement parce que tous les faits que je vais vous donner sont publics, très connus. On en a maintes et maintes fois parlé à la télévision, à la radio. Donc tout ce que je vais dire, je suppose que la plupart d'entre vous le savent déjà. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est de mettre tous ces faits en perspective, les mettre bout à bout et en faire une analyse. Encore une fois, tous les faits que je vais donner sont très connus, publics, on en a parlé dans les grands médias à maintes et maintes reprises. Donc inutile de prendre des articles pour cela. Alors, quels sont les faits des sanctions sur l'Europe et la Russie? Alors, depuis qu'il y a eu ce que appelle Vladimir Poutine l'opération militaire spéciale et ce que d'aucuns médias en Europe appellent une invasion russe en Ukraine, eh bien, il y a eu énormément d'événements très complexes qui remontent en réalité dès 2014, mais je ne vais pas refaire ici l'historique du pourquoi de l'opération militaire spéciale russe ou de la guerre, comme vous voudrez, parce que j'en ai parlé tellement de fois dans tant de vidéos où j'ai expliqué l'origine de tout cela. Je ne vais pas y revenir ici, là c'est pas du tout le thème de la vidéo. Le thème de la vidéo, c'est les sanctions et les conséquences économiques, militaires et sociétales, toujours pour l'Europe et la Russie. Alors, ces sanctions, qu'est-ce qu'elles ont apporté, on va dire, pour l'Europe? Ces sanctions pour l'Europe, elles ont apporté quoi? J'ai envie de vous dire que du malheur. Rien de bon n'est sorti des sanctions. La seule chose que devaient faire les sanctions, c'est-à-dire réduire à néant la Russie, entre guillemets, la mettre à genoux, selon les termes de notre Bruno Le Maire national, ministre de l'économie, eh bien, au final, qu'est-ce que cela a apporté? Pas grand-chose, pas grand-chose. Donc, on peut dire très objectivement et factuellement que les sanctions qui devaient mettre à terre la Russie n'ont pas atteint leur objectif. Bien sûr, c'est un euphémisme que j'emploie là, mais bon, vous avez compris. Donc, concernant l'économie, puisque là on parle économie, euh, on sait que les sanctions n'ont pas atteint leur objectif. Bon, très bien. Alors, est-ce que les sanctions ont mis à plat militairement la Russie? Donc là, d'aucuns pourra dire non. En toute objectivité, non. Cela n'a pas mis à genoux la Russie militairement non plus. Parce qu'on comptait sur les sanctions et avec des menaces des pays, on va dire, autour de la Russie ou en relation avec la Russie pour justement isoler, esseler la Russie. Or, ce n'est pas du tout l'effet qu'il y a eu, il y a même eu un effet inverse, il y a eu une sorte de solidarité entre guillemets envers la Russie de beaucoup de pays. Alors, solidarité pas par altruisme ou par pure amitié, mais simplement par intérêt, et ces pays-là ont vu très tôt où allait aller la victoire finale. Donc on a vu au contraire des liens se faire militaires
de plus en plus fort avec la Chine, de plus en plus fort avec l'Iran, de plus en plus fort avec la Corée, et pour ne prendre que les pays les plus importants qui fournissent une aide notable à la Russie. Donc, effet des sanctions côté militaire, absolument nul, et même pire encore, ça a fait que renforcer la Russie militairement. D'où le fait qu'elle tienne contre 54 pays, puisque la Russie se bat contre 54 pays. Alors certains directement, entre guillemets, hein, les pays de l'OTAN, et d'autres indirectement, qui ne font qu'aider l'Ukraine financièrement. Alors quand je dis directement, vous m'avez compris, hein, c'est pas une guerre bien entendu directe entre la France, la Russie, les États-Unis, la Russie, etc. Bien entendu, vous m'avez compris quand je parle d'aide directe, hein, c'est-à-dire avec aide financière importante et aide militaire importante, sans compter les mercenaires, bien entendu. Donc militairement, ça n'a rien donné. Et sociétalement, alors là, gros morceau concernant l'Europe, bah, qu'est-ce que ça a fait sociétalement, ça a été terrible, hein. On a vu une russophobie apparaître, on a vu la Russie devenir un pays qui était ami, devenir un pays ennemi. Donc on a vu des Russes qui étaient en Europe, qui étaient empêchés de vivre sereinement et qui ont même été dans certains pays persécutés. Par exemple, les étudiants russes en France ont été persécutés. Des universités, alors publiquement, hein, les ont carrément renvoyés dehors, hein, les ont désinscrits carrément. Sans compter dans d'autres pays des persécutions qui vont au-delà de simplement virer des étudiants. Donc ça peut aller très très loin, très très loin. Alors là, ce que je vous fais, c'est la petite présentation vite faite, bien entendu. Là, je vais en parler beaucoup plus précisément après. Là, je commence par une introduction. Alors maintenant, en Russie, économiquement, au début, quand il y a eu les sanctions, il y a eu un petit coup dur, mais au bout de 2-3 mois, ça y est, la Russie s'est relevée et était sur une pente montante économiquement jusqu'à atteindre un véritable ciel bleu économique avec quelques petites tâches dont je vous ai parlé dans le dernier point sur l'Ukraine, deuxième partie, c'est-à-dire l'inflation et le taux directeur. Mais tout ça, ce sont des choses tout à fait réglables, on va dire, dans le temps. Et tout le monde sait que c'est très temporaire, étant donné que la Russie a engrangé énormément de bénéfices. Quand je dis de bénéfices, c'est dans un terme de citoyen lambda, hein. C'est-à-dire la Russie a fait beaucoup de bénéfices suite à l'opération militaire spéciale guerre. Donc économiquement, la Russie s'en tire très bien. Encore une fois, à part cette inflation et ce taux directeur, tout va bien. Les projections du FMI et de la Banque mondiale placent la Russie comme une des meilleures, voire la meilleure économie du monde. Alors certains diront, oui, mais c'est que l'effet de la guerre, et après la guerre, ça retombera. Peut-être, peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Là, nous verrons bien, nul n'est devin. Alors, et sociétalement, en Russie, qu'est-ce qu'on peut voir? Le début de l'opération militaire spéciale a fait qu'il y a eu une nouvelle classe moyenne qui a émergé, beaucoup plus, entre guillemets, riche qu'avant. Donc, en gros, le niveau de vie de la classe moyenne a considérablement augmenté, le niveau des retraites a considérablement augmenté. Et puis, bon, là, vous le savez tous, le niveau de salaire des soldats russes est absolument incroyable et coûte une fortune à la Russie. Alors ça ne veut pas dire qu'économiquement tout est parfait pour la Russie, parce que paradoxalement, du fait
d'un taux de chômage extrêmement bas en Russie de 2,6%, qui est le taux de chômage incompressible, eh bien, il y a un manque de main-d'œuvre. Et cette manque de main-d'œuvre, on fait appel à la Corée du Nord et à la Chine pour pallier à ce manque de main-d'œuvre. Le manque de main-d'œuvre général en Russie a fait qu'il y a eu une augmentation des salaires relativement importante. Alors, bon, ça dépend des secteurs, hein, mais en gros, il y a une augmentation des salaires entre 4 et 20% en moyenne suivant les secteurs. Alors, de l'ouvrier à l'informaticien, à l'ingénieur, etc., etc. En gros, c'était ça l'augmentation économique. Et sociétalement, bah, si l'on en croit certains, tout va mieux en Russie, même dans la campagne, même dans les villages lointains, qui étaient pourtant les éternels oubliés en Russie, hein. En Russie, historiquement, c'est Moscou, Saint-Pétersbourg, et le reste était plus ou moins, pas abandonné, mais laissé de côté, cinquième roue du carrosse. C'est plus le cas. Depuis déjà plusieurs années, ça fait depuis plusieurs années déjà que la campagne russe ou la banlieue lointaine russe, ça y est, enfin le gouvernement s'en occupe du fait de la montée de l'économie, parce que oui, évidemment, la Russie vient quand même d'un état de pays du tiers-monde, hein. Je parle, l'État pays tiers-monde russe, ça s'est fini vers l'an 2001-2002. Hein. Il y a qu'à partir de 2001-2002 que là, il y a eu une montée absolument constante de l'économie russe et donc du bien-être du peuple russe. Faut pas oublier que la Russie démarre de très 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 bas. Elle était ruinée militairement, ruinée économiquement, ruinée sociétalement, avec une énorme corruption, avec des infrastructures vétustes, complètement, on va dire, brinque-ballant, en très mauvais état. Il a fallu, on va dire, une bonne dizaine d'années avant que la Russie devienne un pays digne de ce nom parmi les grandes puissances. Il a fait une bonne dizaine d'années. Donc le pays revient de très 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 loin. Bon, maintenant un petit peu plus, on va dire un petit peu plus dans le détail. Économiquement, les sanctions. Alors, quand il y a eu les sanctions contre la Russie, alors au début, l'OTAN, on va dire, pour que ça soit plus simple, était encore dans l'euphorie. Quand il y a eu le début des sanctions, c'était l'euphorie. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je vous rappelle une dernière fois les mots de Bruno Le Maire, comme quoi il disait, vous allez voir, une fois que les sanctions seront mises en place, la Russie sera à genoux. En gros, fallait comprendre que la Russie quémanderait à l'Europe d'arrêter, supplierait l'Europe d'arrêter les sanctions afin qu'elle puisse se relever un tant soit peu, quelles que soient les conditions européennes. C'était un petit peu ça qui était dit tacitement. Bref, on a vu le résultat, les sanctions ont complètement échoué, mais pire, non seulement les sanctions ont complètement échoué, mais en plus ça s'est retourné contre nous. Alors tout d'abord, petite parenthèse, pourquoi les sanctions ont complètement échoué? Tout simplement parce que les sanctions remontent à loin, ça remonte à 2014. Donc quand les Russes ont pris la Crimée du fait du coup d'État à Kiev américain, du fait que la CIA était totalement impliquée pour renverser le gouvernement d'Yanukovych et que en gros que Washington a commencé à démarrer la guerre civile en Ukraine et que le gouvernement de Kiev avait prévu d'envahir le Donbass et la Crimée, mais dans le sens de virer tous les russophones du Donbass et de la Crimée. C'est ce qui était prévu. Je vous avais montré à l'époque le document original
avec la signature de tous les généraux ukrainiens à cette époque-là, et de Porochenko, le président ukrainien à cette époque-là, je vous avais montré le document original qui prévoyait d'envahir au 26 mars tout le Donbass et la Crimée et de virer tout le monde. Bon, de virer tout le monde, fallait comprendre de tuer tout le monde, hein. Parce que là, on laissait les milices néo-nazis armées par l'OTAN et supervisées par l'OTAN prendre le pas sur le Donbass et de virer tous les russophones ainsi que la Crimée afin que l'Ukraine soit débarrassée de tous les russophones plus ou moins, on va dire, d'Ukraine. Puisque la grande densité, c'était tout le Donbass, mais incluant Odessa et Kharkov. Hein, n'oublions pas l'oblast de Kharkov et d'Odessa qui est quand même qui était très russophone. Donc voilà, donc ça c'était le plan et je vous avais encore une fois, c'est très important, montré le document original dans les premiers événements de l'invasion russe en Ukraine. Donc ça c'est important, je vous avais montré le document de la Rand Corporation, c'est-à-dire le groupe de réflexion américain le plus important de Washington, où c'était marqué noir sur blanc, sur 4 pages, que tout était prévu par Washington. Tout était prévu depuis le début pour mettre la main sur l'Ukraine dans son entièreté. Voilà, je vous avais montré tous ces documents à l'époque, mais je ne vais pas y revenir, ce serait beaucoup trop long. Là, je commence déjà à digresser et c'est pas bien. Revenons sur les sanctions. Donc tout ça, toutes ces sanctions, fait que, évidemment, ça a été très difficile pour l'Europe puisqu'il y a eu un effet boomerang. Mais cet effet boomerang a été très très loin, puisque n'oublions pas que, ajouté à cela, il y a eu les Nord Stream. Donc il y a eu une crise énergétique suite à l'explosion des 3 pipelines de gaz sur 4. Donc ne l'oublions pas. Donc l'effet a été absolument terrible pour l'Europe parce que la Russie, elle était préparée à combattre les sanctions dès 2014, puisque dès 2014, il y a eu des sanctions de l'Occident contre la Russie, même si après on a plus ou moins dit, bon, c'est vrai que la Crimée, c'est quand même russe, d'accord, allez, on se serre la main et on oublie les problèmes avec la Russie. Donc on s'est rabiboché très vite avec la Russie. Tout l'Occident a laissé tomber l'Ukraine concernant ça et les plans de l'Occident, pour toujours préparer une guerre avec la Russie, eux ont continué en douce. Hein, n'oublions pas les accords de Minsk 1 et 2 qui ont été ignorés à dessein par Washington, l'Allemagne et la France. Donc, alors pour l'Allemagne, c'est Angela Merkel et pour la France, c'était François Hollande. Washington, c'était Donald Trump. Donc, vous voyez, bon, alors bien que ça remonte avant Donald Trump, hein, en réalité, ça a commencé sous l'ère Obama, toute cette histoire. Et donc, la Russie s'était préparée depuis 2014 aux sanctions, parce que, bon, il y avait une certaine naïveté de la part de Vladimir Poutine, il l'a admis d'ailleurs dès 2014, en pensant que, bon, avec les accords de Minsk, tout allait rentrer dans l'ordre, que le peuple du Donbass allait arrêter d'être persécuté, que Kiev allait arrêter de bombarder le Donbass. Je vous rappelle que Kiev a bombardé le Donbass pendant 8 ans. Là, je ne parle que de la période avant l'opération militaire spéciale, je parle que de cette période de 8 ans qui a fait 16 000 morts de part et d'autre, mais ceux qui ont pris cher, c'est surtout le peuple du Donbass, avec entre 11 000 et 12 000 morts, si l'on en croit les chiffres de Jacques Beau, qui a fait un livre très très bien, très détaillé, avec que des références pris côté occidental, hein, aucune référence russe.
Donc si l'on en croit Jacques Beau, il y a eu entre 11 000 et 12 000 morts côté civil Donbass en 8 ans. Donc voilà, donc le bombardement pendant 8 ans du Donbass par Kiev, le fait que depuis 2014, il y a une guerre civile en Ukraine du fait de l'OTAN avec le marionnettiste washingtonien, voilà, Vladimir Poutine, il a peut-être été un peu naïf comme il le disait, mais il n'était pas stupide. Il voyait très bien où cela pouvait déboucher. Donc il s'est préparé aux sanctions pendant 8 ans. Voilà. Et c'est pour ça que les sanctions n'ont pas eu l'effet escompté. Loin, loin de là. Pire encore, il y a eu un effet boomerang absolument terrible. Parce que non seulement les sanctions, et là je parle toujours au niveau économique, ont été totalement contre-productives, mais en plus, alors qu'on avait des liens, je parle de l'Europe, hein, des liens très forts avec la Russie qui étaient gagnant-gagnant, nous on était bien. On avait des liens avec le gaz, avec le pétrole, ce qui nous permettait d'avoir une énergie pas chère et de développer notre industrie. Alors quand je dis notre, évidemment, je ne parle pas de la France, hein, je parle des autres pays, puisque nos gouvernants depuis Chirac se sont échignés à désindustrialiser la France et à détruire la France. Donc je ne parle pas de la France de toute manière. Je ne vais pas vous apprendre les événements depuis Jacques Chirac, vous les connaissez tous fort bien. Ce qui est plus intéressant pour vous, vu que mon auditoire est francophone, c'est plutôt concernant les autres pays. Alors vous connaissez évidemment depuis les années 2000, l'Allemagne a profité, c'est le pays qui a le plus profité. L'Allemagne s'est industrialisée au maximum, a fait des profits absolument énormes. L'économie allemande est devenue la locomotive de l'Europe et de très 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 loin. En gros, l'Europe était et est toujours d'ailleurs dirigée par l'Allemagne. Angela Merkel était la reine de l'Europe de très loin, elle décidait de tout en gros. Je dis bien en gros. Alors pourquoi elle décidait de tout et que c'était aussi facile pour l'Allemagne? C'est parce que nous, les Français, on se sentait tellement en position d'infériorité, on avait un tel complexe d'infériorité à l'Allemagne qu'il fallait dire oui à l'Allemagne pour tout. Voilà. Et ça a commencé d'ailleurs très tôt, hein. Ça a commencé avec Jospin, et qui a cédé aux sirènes des écologistes. Et donc on va dire, auto-détruit concernant le nucléaire français, puisque l'Allemagne était absolument jalouse de notre puissance nucléaire énergétique, et donc il fallait absolument détruire le parc énergétique nucléaire français. Et la France a dit oui, oui, on va détruire notre parc nucléaire énergétique, comme ça vous l'Allemagne, vous qui n'êtes pas très fort au niveau nucléaire, on va être un peu plus sur un pied d'égalité comme ça. Donc nous, on s'est toujours écrasé envers l'Allemagne à tous les niveaux, hein, absolument tous les niveaux, pas qu'au niveau énergétique, hein. Bref, donc l'Allemagne, toute puissante, elle en a énormément profité de tout ça, de ce gaz russe principalement, plus à la marge du pétrole russe, mais aussi des accords avec la Russie. Nous, les Français, c'est la France qui a eu le plus d'accords commerciaux avec la Russie. Les accords commerciaux avec la Russie pour la France ont pesé très lourd. Que ça soit des figures emblématiques comme Total, Citroën, Renault, euh, pour ne parler que des plus gros, on a eu des accords commerciaux avec la Russie énormes, énormes. Et l'Allemagne a eu des accords commerciaux avec la Russie, elle aussi énormes. Et comme vous le savez tous, surtout d'un point de vue gazier, avec les Nord Stream 2. Voilà. Étonnamment, alors là, ça reste une exception dans toute la politique d'Angela Merkel, qui est une politique globale, on va dire, de béni oui-oui face aux ordres de Washington. C'est le seul sujet qu'elle n'a pas laissé tomber.
c'est-à-dire la construction des Nord Stream 2. Voilà, ça, elle n'a pas lâché. Malgré les râleries de Trump, elle n'a pas lâché. Voilà. Et ça devait être au grand bonheur de l'industrie allemande, puisque toujours plus de gaz pas cher, l'Allemagne aurait dû avoir un avenir radieux, toute puissante au niveau économique. Vous connaissez le reste. Donc les sanctions ont été accompagnées d'une crise énergétique due à l'explosion des Nord Stream fait et décidée par les Américains. Voilà. Et vous noterez, et là je fais une petite parenthèse, la haute trahison totale d'Olaf Scholz. Voilà. Donc la haute trahison totale d'Olaf Scholz qui non seulement n'a rien dit concernant la destruction des Nord Stream, mais depuis lors n'a jamais relevé la tête en disant ah c'est un scandale, voilà. Donc non, déjà il n'a pas dit ça, il a rien dit et dans les médias allemands on a essayé d'étouffer l'affaire, d'en parler le moins possible. Dans tous les médias occidentaux, j'ai envie de vous dire, on a essayé d'étouffer l'affaire. Ça n'a pas été une grande réussite. Donc il fallait absolument détourner l'attention des médias, il fallait absolument créer un énorme mensonge concernant les Nord Stream, parce que qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire une déclaration de guerre des États-Unis à l'Allemagne. L'Allemagne aurait dû déclarer la guerre aux États-Unis, en théorie, puisque c'était un casus belli clair et net. Alors évidemment, ce n'est pas possible, puisque l'Allemagne, en gros, est une énorme base militaire américaine, hein, pour faire simple, et qui a toujours obéi, plus ou moins, aux États-Unis. Puisque, après Gerhard Schröder, qui a permis à l'Allemagne, à cette Allemagne d'aller à son pinacle de puissance et d'essayer une émancipation américaine d'un point de vue militaire et économique, Gerhard Schröder a essayé, il a pu aller plus ou moins jusqu'au bout de ses idées après qu'il ait dû évidemment partir de la politique allemande. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour revenir aux sanctions même, puisque j'ai refermé la parenthèse des Nord Stream, les sanctions ont été donc terribles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les sanctions qui sont retournées contre nous ont fait que on a dû acheter maintenant du GNL russe, du GNL américain, surtout du GNL américain, et bien entendu, on payait cette énergie 4 fois plus cher qu'avant, entre 3,5 et 4 fois plus cher, plus ou moins exactement qu'avant. Donc on s'est mis une énorme balle dans le pied, puisque qu'est-ce qu'il y a de plus important pour un État? Je dis bien de plus important, et je ne galvaude pas le mot par rapport à tout ce qui existe, c'est l'énergie. C'est l'énergie, c'est ça la chose la plus importante pour un État. Et quand on touche à l'énergie, on touche à l'entièreté de l'État. Tout le monde est impacté, et tout de suite, et fortement. Donc le fait d'avoir fait ces sanctions qui ont fait que c'est tout un ensemble qui interagit ensemble. On ne peut pas parler d'une chose sans parler vraiment d'une autre chose, puisqu'il y a des interactions totales entre tous ces secteurs. Donc c'est difficile d'isoler le phénomène. Les sanctions allaient avec les Nord Stream, puisque là l'Occident avait décidé de nommer la Russie comme ennemi. C'était devenu un ennemi officiel, et comme c'était devenu un ennemi, il fallait absolument le traiter comme tel. C'est-à-dire diminuer les échanges diplomatiques, persécuter les Russes, à tous les points de vue, hein, les oligarques russes, mais comme on l'a vu, les étudiants russes, même les Russes en Europe, le citoyen lambda qui se sent persécuté et mal à l'aise maintenant du fait de tout cela. Donc les sanctions ont fait que l'huile on l'a payé beaucoup plus cher, l'essence on l'a payé plus cher, le pétrole on le payait plus cher, le gaz on vient d'en parler, ça c'est la chose importante, on payait tout plus cher. Hein, à un moment donné, les pâtes on les payait très cher, l'huile d'olive vous vous souvenez, l'huile de tournesol, vous vous souvenez de tout ça. Bref, donc les sanctions sont retournées contre nous et, encore une fois je le répète, qui se sont associées à cette crise énergétique due au Nord Stream.
Voilà. On va parler maintenant du point de vue militaire. Alors, les sanctions d'un point de vue militaire. Alors, les sanctions, elles devaient être terribles, puisqu'on nous disait, oui, alors vous inquiétez pas, les Russes qui nous lancent quelques missiles, ils vont très vite épuiser leurs missiles, ils vont très vite épuiser leurs obus, ils pourront plus fabriquer d'avions militaires et même d'avions civils. Comment vont-ils faire la maintenance de l'avion civil puisqu'on leur vend plus les puces, les objets purement occidentaux que la Russie doit absolument nous acheter puisqu'elle ne les produit pas? Ah, la Russie est foutue. La guerre va très vite être finie. Ne vous inquiétez pas. Ah, les sanctions économiques n'ont pas fonctionné, mais vous allez voir, avec les sanctions militaires, les Russes vont être obligés d'acheter des machines à laver, prendre les composants des machines à laver pour les mettre dans leurs missiles. Vous vous doutez bien qu'ils n'ont aucune chance. Et puis, bon, bah, les Russes vont être obligés de se battre avec des pelles, se battre avec des fusils des années 50, voire de la Seconde Guerre mondiale, voire prendre des rations qui ont 30 ou 40 ans, parce que ça va impacter leur économie, etc. On se moquait beaucoup de tout cela. On nous disait combien de fois, pendant combien de mois, on nous a dit ah, là ça y est, c'est leur dernière salve de missiles. Pendant 7 mois, 8 mois, on nous a dit ça. Ah, ça y est, c'est fini. Ah, là, on vous promet. Ah, là, ça y est, cette fois, on vous promet. Ils n'ont plus de missiles, ils ont épuisé leurs missiles, c'est terminé. Les obus, c'était pareil. Ah, là, les Russes, 40 000 obus par jour. Ah non, c'est pas possible. Ah, vous voyez, ils sont passés à 20 000 obus par jour. Vous voyez, ça y est, c'est un signe indubitable d'épuisement militaire. Là, ça va passer à 2000, 1000 et après, ils auront plus d'obus. Vous allez voir. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Là, aux dernières nouvelles, 2 ans et demi après la guerre, les Russes n'ont jamais autant utilisé de missiles et entre guillemets de drones. Alors pareil, là justement, les drones, ça tombe très bien. Les composants, comment ils vont faire et nous, bah oui, mais c'était sans oublier fallait pas oublier que depuis 2014, Vladimir Poutine avait donné des ordres à des unités spécialisées afin de contourner les sanctions. Et le contournement des sanctions est tous azimuts. Tout était prévu. Alors vous allez me dire, ah bah oui, à cause de la Chine. Certes, à cause de la Chine, mais pas que. Tout était prévu. S'il y a une véritable toile d'araignée, s'il y a un nœud qui était figé d'un côté, hop, on passait dans une autre direction. C'est une toile d'araignée. Donc, quels ont été les principaux pourvoyeurs de puces électroniques militaires ou civiles? On a la Chine en premier, bien entendu, mais on a l'Azerbaïdjan, on a la Turquie. Voilà, pour ne parler que de ces pays-là les plus importants fournisseurs, et il y en a bien d'autres pays, dont certains pays africains. Et oui, parce que n'oublions pas l'Algérie, n'oublions pas l'Égypte, voilà. Et étonnamment, alors via alors là des montages financiers un petit peu plus complexes, eh bien de gros fournisseurs qui ont toujours fourni de manière importante la Russie, bon beaucoup moins qu'aux belles années, hein, c'est-à-dire avant 2022, mais quand même les gros pourvoyeurs restent les États-Unis, la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Tout simplement parce que la Russie s'est débrouillée grâce à des sociétés écrans et à des jeux économiques, financiers, économiques un peu complexes, à faire que tout à fait légalement, les États-Unis eh bien, sont trompés et envoient à la Russie directement leurs puces électroniques militaires. Il y a eu des scandales là récemment, il y a 2-3 mois dans Bloomberg, qui mettaient voilà, à jour des choses comme ça. Alors ça s'est fait aussi avec... alors il y a eu de tout, il y a eu ça, il y a eu alors, la naïveté de certains vendeurs, hein, puisque c'est ça, hein, quand on passe par un prestataire militaire, par exemple un prestataire de l'État de Washington, par exemple Lockheed, qui fait appel à des prestataires chinois, et qui le chinois fait appel à des prestataires nanani nanana,
Et après, on se perd dans les prestataires et les inspecteurs financiers qui sont là pour faire respecter les sanctions sont perdus. Parce que de toute manière, aux États-Unis, il y a un effondrement sociétal complet. Donc ils ont un manque de personnel, ils sont mal payés, donc ça va loin, hein. Ça va loin, hein. Et donc ce qui fait que, en fait, entre les sociétés chinoises qui sont aux États-Unis, au Canada, parce qu'il y a aussi le Canada qui s'est fait prendre la main dans le sac, mais l'Allemagne et la France aussi se sont fait prendre la main dans le sac. Et pourtant, ça a été montré par des journaux comme The Economist, Bloomberg et autres, mais ça continue. Alors évidemment, quand je dis ça continue, on a un petit peu diminué. Ah, là, cette petite société qui donnait telle puce militaire à la Russie, on va la sanctionner, voilà. Mais c'est une petite société, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Et encore une fois, les puces les plus délicates, par exemple, viennent de Turquie. Parce que la Turquie est un pays de l'OTAN. Et il n'y a aucune sanction concernant la Turquie. Donc la Turquie, qui doit être dans les petits papiers de Washington, parce que la Turquie est trop importante pour Washington, bah, la Turquie, elle mange sur tous les tableaux. Elle en profite absolument partout. Voilà. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des pièces du F-35 qui sont fabriquées directement par la Chine. Ne l'oublions pas. Donc, à un moment donné, le Pentagone voulait mettre à terre tous les F-35 du monde pour retirer les puces chinoises, mais ça n'a pas été possible. Le projet, il a duré 2 secondes. Après, ils ont vite abandonné parce que c'était pas possible. On peut pas mettre comme ça en quelques jours une usine de fabrication de puces pour le F-35 comme ça, sorti de terre comme un champignon. C'est pas possible. Et tout est comme ça. Tout. Et en fait, il y a eu un audit du Pentagone qui a été fait il y a très peu de temps et qui a été dévoilé au public français. Moi, je crois que c'est que Xavier Moreau. Dans ses bulletins, Xavier Moreau a montré le rapport du Pentagone. Moi, ensuite, que j'ai regardé un peu plus en détail, et ce rapport est énorme. Il est énorme et extrêmement édifiant. En fait, il y a dans le complexe militaro-industriel américain, il y a énormément de puces, par exemple chinoises, mais aussi il y a eu énormément de puces qui sont achetées par les Chinois et vendues à la Russie. Et tout ça a été dévoilé dans l'audit du Pentagone qui a été absolument énorme. Et ça, c'est sans fin comme ça. Et c'est sans fin. Donc, bref, donc la Russie, tout simplement, contourne. Alors, toujours avec les sanctions, on a le pétrole. Ah, le pétrole russe. Alors, le pétrole, là, il n'y a pas de GNL. On peut le mettre évidemment sur des bateaux, bien entendu sur les pétroliers, mais là c'est plus difficile parce que la Russie était obligée d'utiliser des pétroliers occidentaux, de s'assurer avec des assureurs occidentaux. Ah, là ça devenait très très gênant pour la Russie. Vous allez voir ce que vous allez voir. Là on touche au nerf premier de la Russie, puisque le pétrole c'est la première source de revenus de la Russie. Vous allez voir ce que vous allez voir. Le problème, c'est qu'il y a plein de pays qui n'ont pas joué le jeu. Donc comme ils n'ont pas joué le jeu, ça tombait à l'eau. Alors les Occidentaux, ils ont dit, on va mettre le prix du pétrole, le prix du baril du pétrole à temps. De mémoire, je crois que c'était 62 $, mais là, je crois. Bon, je crois que c'était 62 $. Mais le problème, c'est que personne n'a joué le jeu. Personne n'a joué le jeu. Donc c'était voilà une valeur virtuelle voilà, mis en place, mais personne n'a joué le jeu, c'est tombé à l'eau. Et entre-temps, la Russie s'est dit ah oui c'est quand même emmerdant, faut que j'utilise des pétroliers occidentaux parce que nous on n'en a pas vraiment beaucoup. Et ben donc ils ont créé la fameuse flotte fantôme. Donc là aux dernières nouvelles ils avaient 247 pétroliers maintenant de la flotte fantôme, et comme c'est leur propre navire aux Russes, eh bien, en plus, ils n'ont plus besoin de payer les assureurs, les énormes assureurs occidentaux qui se gavaient littéralement parce qu'ils avaient un monopole du marché
quant à l'assurance de ses pétroliers. Et ben, qu'est-ce qu'a fait la Russie? Ben, la Russie a créé ses propres assurances. Donc vous voyez que les sanctions économiques, je ne vais pas tout faire hein, non plus économique ou militaire, même si des fois je digresse un peu. Euh, alors là, certes, c'est pas militaire, c'est le pétrole, mais j'avais oublié de vous le dire dans le coup d'économie, mais pour le pétrole, c'est très important. Vous voyez que la Russie a pu être totalement indépendante à ce niveau-là. Donc au niveau du pétrole, maintenant, elle peut acheminer ses propres tankers pétroliers, ses propres assureurs. Donc vous voyez que l'Europe s'est mis encore une fois une balle dans le pied. La Russie qui louait les tankers européens, ben, ou tout du moins qui n'étaient pas russes, hein, tout du moins, et qui étaient obligés de faire appel à des assureurs, là pour le coup européens, bah maintenant on perd tout ça. On perd tout ça. On perd tout cet argent. Et en plus, on a donné la souveraineté pour le transport du pétrole à la Russie. Voilà. Donc double balle dans le pied, j'ai envie de vous dire. Donc c'est absolument terrible. Donc il y aurait tant de choses à dire. Là ma vidéo serait trop longue, devrait durer des heures cette vidéo, parce qu'il y a tant de choses à dire d'un point de vue économique et militaire, et encore vous allez voir d'un point de vue sociétal. Donc d'un point de vue économique, terrible, d'un point de vue militaire et terrible, puisque bah, la Russie fabrique énormément, et comment ça se fait? Bah parce que le fait de mettre des sanctions, le fait que la Russie bah, doive se débrouiller toute seule, ça a poussé la Russie à se débrouiller toute seule justement et à mettre tous les énormes moyens, le trésor de guerre que s'est constitué la Russie depuis 2005-2006, ça s'est constitué un trésor de guerre énorme. Et donc tout cet argent, elle a pu le dédier à sa souveraineté économique et militaire. Souveraineté économique en fabriquant maintenant ses propres avions civils, en fabriquant sa propre industrie de pièces d'avionique civile, de pièces militaires pour ses tanks, ses avions, surtout l'avionique optique, etc., où elle était totalement dépendante soit des Allemands ou des Français, par exemple. Donc maintenant, elle a ses usines. Voilà. Elle a ses propres usines. Donc toutes ces sanctions concernant l'économique et le militaire ont poussé la Russie, qui se reposait un petit peu sur ses lauriers et avec son argent du gaz et du pétrole acheter tout à la France, l'Allemagne et aux États-Unis, et ben ça a poussé la Russie à être totalement souveraine dans tous les domaines. Voilà. Donc les sanctions ont été absolument un traumatisme entre guillemets tout à fait roboratif et extrêmement positif pour la Russie. Ça a fait sortir la Russie de sa zone de confort afin qu'elle puisse gagner en puissance, en légitimité internationale, et surtout a permis à la Russie d'avoir une liberté totale, une souveraineté totale à tous les niveaux. Et même au niveau bancaire, puisque la Russie ne fait plus partie du système SWIFT. Maintenant, elle a son propre système qu'elle a mis en place avec la Chine. Donc, ils ont leur propre système. Et alors là, c'est moi qui ajoute ça, petite anecdote rigolote. Maintenant que la Russie n'est plus dans SWIFT, la CIA ne peut plus suivre au jour le jour tous les flux financiers que faisait la Russie. Parce que la CIA faisait ça depuis très très longtemps. Voilà. Donc même les flux financiers de la Russie deviennent invisibles pour Washington. Et ils peuvent plus en profiter pour avoir une information discrètement comme ça. C'est fini. Là, ils tournent à l'aveugle maintenant. Donc vous voyez, tout est bénéfique pour la Russie. Absolument tout. Il n'y a aucun secteur en réalité qui n'est pas bénéfique pour la Russie. Donc ça a permis aux infrastructures russes, même dans les campagnes, de s'améliorer grandement, énormément. Et ça a permis à la Russie, avec tous ses bénéfices, bah, de pouvoir injecter assez d'argent pour pouvoir créer des missiles hypersoniques
dont ils sont les seuls à avoir, puisqu'il n'y a aucun autre pays au monde qui ont de véritables missiles hypersoniques, que ça soit l'Inde avec les BrahMos ou la Chine avec dont on dit, mais de manière fausse, qu'elles ont des missiles hypersoniques. Non, la Chine n'a pas de missiles hypersoniques. La Chine a des drones planeurs hypersoniques. C'est très différent. C'est très différent. Donc elle a des drones qu'elle met sur des gros missiles balistiques, et une fois qu'ils sont entre la limite entre l'atmosphère et l'espace, peuvent atteindre des vitesses de plus de Mach 20, mais ce sont des drones planeurs hypersoniques. Ce ne sont pas des missiles hypersoniques. Seule la Russie au monde a des missiles hypersoniques. Là, le planeur de drones hypersoniques russe, c'est la Vanguard, qui peut aller jusqu'à Mach 27, mais c'est un drone planeur. Ce n'est pas un missile hypersonique. Les missiles hypersoniques russes, c'est le Kinjal, ou Kinzhal en anglais, et, le Zircon. Voilà, c'est tout. Donc ils ont deux types de missiles hypersoniques, et ce sont les seuls à avoir des missiles hypersoniques. Donc ça a coûté extrêmement cher à la Russie de faire tout ça, et puis ça a permis à la Russie d'investir pour un futur MiG-41, pour le remplacement du AWACS entre guillemets russe, c'est-à-dire l'A-50, qui va être remplacé par un soi-disant avion type A-50, donc type AWACS, mais révolutionnaire. Ils en ont déjà construit un, mais ils en ont qu'un seul. Voilà, donc ça leur a permis d'investir dans des nouveaux avions pour qu'ils soient modernisés, comme les TU-160, comme le MiG-31 qui a été largement modernisé, comme le système antiaérien S-400 et S-300 qui a été largement modernisé avec le S-450 et le S-350, avec le T-14 Armata, donc le char qui a été modernisé. Voilà, donc il y a eu plein de modernisations possibles concernant le militaire russe, en missiles, en drones. Énorme investissement de la Russie pour les drones, tout ça grâce à sa bonne santé économique. Faut pas oublier que là, au moment où je vous parle, la Russie a environ entre 4 et 5% de croissance économique. C'est énorme comparé avec les chiffres français. Voilà, encore une fois, on parle. Là, moi, une fois que je suis lancé, je pourrais en parler des heures. Il y a tellement de choses à dire, donc je vais m'arrêter là-dessus. On va passer au niveau sociétal. Maintenant, au niveau sociétal, qu'est-ce qui s'est passé en Europe depuis le 24 février 2022, après ces sanctions? Ben, sociétalement, on le voit tous. Crise énergétique, je ne vais pas y revenir, j'en ai déjà longuement parlé. Là maintenant, on n'est plus dans un monde serein du tout. On n'est plus serein, on est dans un monde angoissé. On est dans un monde où il y a une russophobie qui est poussée. On est dans un monde où maintenant, comme on a poussé la Russie dans les bras de la Chine, de l'Iran et de la Corée du Nord, on est dans un monde où on a perdu commercialement avec la Russie énormément. On a perdu avec la Russie des liens culturels très forts. Parce que normalement, la Russie, c'est l'Europe. Normalement, hein, comme le disait Charles de Gaulle, c'est l'Europe, tout du moins la partie ouest de la Russie. Donc culturellement, on est très proche avec la Russie. On avait des liens très forts avec la Russie. Et même les Allemands, les Français, et même, je vais vous étonner, même les Finlandais. Je vais en parler. Donc, il y avait des liens forts. Et là, on a tout perdu. Il y avait des touristes de plus en plus nombreux en Europe. Et le cas le plus emblématique, c'est la Finlande. La Finlande a énormément perdu en pouvoir touristique. La Finlande a fermé ses frontières avec la Russie. Il y avait un énorme flux de touristes en Finlande. Et même par ricochet en Suède. Et la Suède et la Finlande, qui avaient une neutralité légendaire avec la Russie et avec des rapprochements diplomatiques très forts, ça commençait à devenir presque amical entre la Suède, la Finlande et la Russie.
il y avait des liens qui commençaient à se construire avec ces deux pays et la Russie. Donc tout le monde était gagnant, l'Europe était extrêmement gagnante, c'était du gagnant-gagnant. Voilà. Et tout a été détruit, tout a été détruit. Washington a fait une pression extrêmement forte sur la Suède et la Finlande pour qu'elles entrent dans l'OTAN, et même en les menaçant hein, carrément. Ça, on vous le dit jamais assez, et pourtant c'est des faits connus hein, pour les connaisseurs. Ils ont une pression de fou de Washington pour faire en sorte que bah, la Russie devienne l'ennemi de ces deux pays. Alors évidemment, ils ont appuyé à fond sur le côté historique des années Seconde Guerre mondiale, essayer de, de rallumer les braises de la haine, entre guillemets, qui date de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il y avait de relativement bonnes relations entre la Suède, la Finlande et la Russie, mais il y avait des relations, même j'ai envie de vous dire, très bonnes entre la Finlande et la Russie. Très bonnes, des liens toujours plus forts. Il y avait presque des liens d'amitié dans certains secteurs, j'ai envie de vous dire, surtout le secteur touristique. La Finlande commençait à se mettre à parler russe beaucoup du fait du nombre de touristes en Finlande. Bref, tout se passait très bien, tout se passait très bien jusqu'à ce que Washington mette son nez là-dedans et retourne les pays européens contre la Russie. Donc sociétalement, on n'est plus serein, on l'était serein, tout se passait très bien avec la Russie, on a fait de la Russie un ennemi à tous les niveaux, même au niveau du consommateur lambda, du citoyen lambda, faut que ça soit un ennemi culturel, faut que ça soit des barbares, etc. Et puis surtout du gouvernement de Poutine, bien sûr. Et autre effet négatif, c'est encore une fois, on a poussé la Russie dans les bras de l'Iran, de la Corée du Nord et surtout de la Chine, avec des liens de plus en plus grands. Et bien d'autres pays se sont ralliés à la Russie, le Brésil, l'Algérie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Inde, et oui, même l'Inde, on espérait, Washington espérait tellement, tellement que l'Inde, au moins l'Inde ne serait épargnée, eh bien non, l'Inde a resserré ses liens militaires et économiques avec la Russie. Pour les connaisseurs, pour la petite anecdote, je dis bien pour les connaisseurs militaires, l'Inde, ça y est, revoit très sérieusement pour réintégrer le projet commun de Sukhoi 57, pour qu'elle achète des Sukhoi 57. Ça revient très sérieusement, mais ça c'était le petit clin d'œil des connaisseurs. Bref, donc, et beaucoup de pays d'Afrique ont créé des liens avec la Russie, autres que l'Algérie et l'Égypte. Donc n'oublions pas le resserrement des liens avec le Venezuela, bien entendu la Syrie, cela va de soi. Mais on voit l'Indonésie qui resserre ses liens avec la Russie, bon, la Mongolie très récemment, l'Azerbaïdjan, où pourtant Ursula von der Leyen avait été elle-même en Azerbaïdjan pour faire un contrat de gaz avec l'Azerbaïdjan. Tout ça semble remis en question. L'Azerbaïdjan a choisi son camp. Et oui, tout dernièrement, nous avons l'Algérie, l'Égypte, l'Azerbaïdjan, la Palestine même qui a demandé à faire partie des BRICS. Nous avons eu l'intégration des Émirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite dans les BRICS récemment. Nous avons une dédollarisation qui est en train de se faire de manière galopante, beaucoup plus rapide que prévu. Donc les sanctions étaient absolument terribles contre la Russie. Le fait de faire d'un ami un ennemi, comment cela pouvait déboucher sur quelque chose de positif? Alors évidemment, Washington était tellement sûr de lui. Pour Washington, les dés étaient joués d'avance. C'était tellement bien préparé, c'était cousu de fil blanc pour Washington. 2014, coup d'État. Pendant 8 ans, on fait des forteresses en Ukraine, on fait des hangars secrets d'aviation, on fait des dépôts de munitions secrets, des dépôts d'essence secrets partout en Ukraine, et de manière très forte. On investit plus de 160 milliards de dollars en Ukraine, et oui,
Là, on dépasse les 210 milliards de dollars donnés rien que par les États-Unis depuis 2014 en Ukraine, en armement, en financement, etc. Rien que pour ça, rien que pour l'Ukraine. Donc c'était cousu de fil blanc pour Washington. L'OTAN ne pouvait pas perdre. D'ailleurs, rappelons-nous encore une fois, je sais c'est facile, mais c'est vrai, rappelons-nous encore une fois, tellement Bruno Le Maire était sûr de lui quant aux sanctions. Il était catégorique. Les grands médias étaient plus ou moins catégoriques, surtout les médias anglais et allemands. Ils étaient catégoriques. Vous vous souvenez de tout ça? Donc les sanctions ont été absolument terribles pour l'Europe, terribles, parce que le plan qui devait fonctionner à 100% a échoué, les sanctions ont échoué militairement, la Russie est victorieuse, et de loin, et on a renforcé la Russie de manière considérable. C'est l'arroseur arrosé puissance 10. Les sanctions n'ont fait que renforcer la Russie considérablement à tous les niveaux. La cote de popularité de Poutine est maximale avec un pic à 83%. Là, elle est à entre 78 et 79% d'après les sondages Levada. Légère baisse du fait de Kursk. Mais quand Kursk sera fini, ça va reprendre. Tout simplement. Donc une cote de popularité envers un président qui est absolument inconnu dans le monde entier. C'est inconnu. Ça ne s'est jamais vu. D'un grand pays, j'entends. Donc c'est absolument inédit. On n'a fait que renforcer le gouvernement du Kremlin. Parce qu'en attendant, en Europe, rien ne va plus. Il y a des démissions, il y a un chaos politique, il y a une montée des partis souverainistes. Regardez l'AfD en Allemagne, regardez en France avec le RN, qui est le premier parti de France avec 11 millions de votants. C'est le premier parti de France. Et pourtant, dans notre belle démocratie française, ils n'ont aucun vrai représentant. C'est le premier parti de France, mais il n'a aucun pouvoir, le RN. Aucun pouvoir. Voilà. On est dans une belle démocratie. Hein. Vous avez vu comme le peuple est écouté. Vous avez vu la valeur de nos votes. Hein. Voilà. Et il y a eu des cas extrêmes comme ça où l'AfD, malgré qu'ils avaient gagné l'élection, eh bien le gouvernement a décidé dans certaines régions, je me souviens plus laquelle, en Allemagne, bah non, vous avez gagné les élections, mais on a décidé qu'il y a eu une erreur électronique. Et comme il y a une erreur électronique, en réalité, c'est les écologistes, bref, le parti démocrate classique qui a gagné, et c'est pas vous, l'AfD. Vous voyez jusqu'où ils sont allés en Allemagne, hein. Carrément. Hein. L'Europe est devenue une dictature tyrannique qui ne se cache même plus, avec une censure qui devient de plus en plus grande, bah, normal. C'est normal. En Europe, sociétalement, on est toujours dans le sociétal, faut bien une censure de plus en plus grande et une liberté d'expression de plus en plus petite. Imaginez-vous sinon. Regardez un des plus grands journalistes du monde, Seymour Hersh, qui a, lui, fait un rapport qui a été connu dans le monde entier, qui désignait les États-Unis comme ayant fait exploser les Nord Stream. Bah, faut cacher ces faits-là. Faut cacher des faits évidents. Cacher le fait que Joe Biden disait qu'il promettait au monde entier qu'il allait détruire les Nord Stream. Victoria Nuland a renchéri. Faut cacher tout ça. Faut cacher bien d'autres faits, dont des sujets que je peux pas parler ici. Je suis cantonné à la géopolitique ici, sinon ma chaîne se fait censurer. D'ailleurs, ça m'est arrivé. Ma chaîne YouTube Analyse du Monde a été supprimée par YouTube parce que je disais des choses qui n'étaient pas autorisées. Vous comprenez? Moi-même, j'ai subi ça. Donc évidemment, il y a des vérités comme l'origine de la guerre en Ukraine, puisque la vérité officielle, gouvernementale en Occident, c'est Vladimir Poutine s'est levé un matin et a décidé d'envahir l'Ukraine. Et c'est comme ça. Faut surtout pas dire qu'il y a eu un coup d'État américain. Surtout pas. Faut surtout pas dire que c'est l'Ukraine qui bombarde
pendant 2 ans la centrale nucléaire de Zapalojié. Surtout pas. Faut surtout pas dire ça. Donc, pour contrôler ces vérités gênantes qui feraient que les gouvernements tomberaient tout simplement et seraient aux mains de Trump, de clones de Trump en Europe et même aux États-Unis, la victoire de Trump serait totale si la vérité serait dite. La victoire du RN serait totale en France. La victoire de l'AfD en Allemagne serait totale si les vérités étaient dites. Donc voilà tout l'effet des sanctions d'un point de vue sociétal. D'un point de vue sociétal, on est dans une tyrannie de plus en plus grande. Ça fait bien des années, ça fait des décennies que nous ne sommes plus dans une démocratie. Sauf que là maintenant, ça devient visible. Voilà. Donc ça a commencé en 2017 avec le Great Reset, le Covid, et là on l'a vu qu'on n'était pas dans une démocratie du tout. Et bien là ça continue. Et puis si c'est pas la Russie, ce sera autre chose. Nous verrons bien. Et là, comme je suis bien trop long, là je m'arrête parce que là vraiment j'ai été trop long. Vous avez vu à peu près l'image globale de notre situation suite aux sanctions contre la Russie, suite au non-respect de cette promesse faite en 1990 à Gorbatchev par Washington, comme quoi l'OTAN n'avancerait pas d'un pouce. Nous avons vu l'effet du non-respect des accords de Minsk 1 et 2 par Angela Merkel, François Hollande. On a vu où cela nous a menés. Bref, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, éventuellement un abonnement, peut-être même un don, lien dans la description si vous appréciez mon travail. En tous les cas, merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.